Marc Menou qui réfléchit et observe tout ça toujours de son œil à la fois d'économiste, puisque Marc est professeur d'économie à l'Université de Toulouse-Capitole, qui a passé, je crois, il y a un long séjour en Nouvelle-Calédonie à Vanuatu, il y a pas longtemps, et qui est de retour en France, parce que je crois que nous lui manquions, mais il nous manquait aussi. Voilà, parce qu'on a besoin de son regard sage et philosophe sur la folie des avancées technologiques. Donc, Marc je ne sais pas s'il va réussir à réunir tous les morceaux épars et à nous faire part de sa vision cohérente des questions qu'on vient d'aborder. Marc, qui est aussi bien sûr un pilier du club audiovisuel, je te passe la parole. Merci Anne-Gaëlle, je vais essayer. Bien, alors je vais vous parler effectivement du télétravail, mais pas que, on va dire. Donc, pour l'instant, une petite question. Regardez bien tous ces termes. Et quel est le point commun entre tous ces mots? C'est des verbes, comment on dit, les premiers groupes? Non, Il doit y en avoir d'autres groupes. non, il y en a qui se terminent en ir quand même. Des verbes d'action. Bien, ça fait intervenir le cerveau, chacun de ces verbes, ses sensorimoteurs et les muscles. Autrement dit, le point commun, c'est le travail. Mais le travail, ce n'est pas uniquement quand on est salarié. Respirer, c'est un travail. Le travail, en effet, c'est la vie. En tant qu'être humain, comme tous les êtres biologiques d'ailleurs, nous ne sommes pas autonomes. On doit s'adapter en permanence à notre milieu. Et pour cela, on doit interagir. Et donc, quand on parle de s'adapter, c'est que derrière, il y a une action. Et une action, bien, ça exige de l'énergie. On dit la consommation d'énergie s'appelle un travail. Cependant, le mot travail vient étymologiquement, tout le monde le sait, de tripalium, qui est un instrument à 3 pieux pour ferrer les chevaux et torturer les humains. Autrement dit, le travail est toujours synonyme de douleur. Parce que d'une part, le travail c'est fatigant parce que notre cerveau et nos muscles consomment du sucre, et au fur et à mesure que le sucre est consommé, eh bien, on sent de la fatigue. Et puis le travail est perçu aussi comme un ensemble de contraintes, alors temporelles, spatiales, hiérarchiques, etc., etc. On va y revenir. Des contraintes pourtant qui dans le temps se relâchent, puisqu'au départ le travail c'était les esclaves qui l'effectuaient, après on est passé au servage, maintenant on est au salariat, et puis il va y avoir d'autres formes petit à petit qui vont apparaître. Quand le bénéfice revient à d'autres. Surtout, oui, quand le bénéfice de notre travail en revient à d'autres, alors c'est encore plus contraignant, puisqu'on n'a pas le sentiment de travailler pour soi. Et donc, pour être produit et renforcé, eh bien, il faut toujours être gratifié. Alors, en nature, quand on respire, c'est le fait de respirer qui fait qu'on continue à vivre. Et donc, ça, c'est une rémunération naturelle. Et pour certains qui sont salariés, c'est en monnaie. Donc, si on veut s'intéresser à l'évolution des formes de travail, eh bien, on comprendra volontiers que c'est en fait en cherchant à réduire ces caractéristiques, ces contraintes qui sont négatives. D'où le terme, il s'agit de ne pas se tuer pour gagner sa vie. D'autant qu'aujourd'hui, on fait des études et on s'aperçoit qu'il y a des besoins qui se manifestent, notamment chez les jeunes, de liberté, de connaissance, de stabilité, d'autogestion et de quête de sens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent qu'ils ne cherchent pas un salaire, ils cherchent à donner du sens à leur vie par leur travail. Et donc, en un mot, tous ces besoins, c'est arriver au sommet de la fameuse pyramide de Maslow. Donc, je dis qu'on allait chercher à diminuer les contraintes en commençant par la contrainte temporelle. Si on travaille moins, ça veut dire qu'on augmente son loisir. Donc, il y a dans la longue période des réductions des durées du travail, journalières, hebdomadaires, annuelles, totales.
On cherche aussi à aménager son temps de travail, c'est ce que l'on a dit, quand on est en télétravail, on peut s'interrompre pour ceci ou pour cela, et puis reprendre, et ainsi de suite. Et donc, c'est une contrainte en moins sur l'emploi du temps. Et donc, ça permet aussi de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, même si parfois, il y a des risques qui sont signalés où on est tellement pris par le travail qu'on peut négliger sa vie privée. Mais c'est vrai aussi quand on est au bureau. Ensuite, donc, diminuer la contrainte spatiale. Donc là, ça touche vraiment le télétravail, ou, comme on a dit, les espaces de coworking. On peut travailler à distance de son entreprise, mais en se regroupant avec des gens de plusieurs entreprises. Ou alors le remote, on n'a pas dit, mais le remote, c'est un télétravail à 100%. Ouais. Bien qu'il y ait ce qu'on appelle des digital nomades aussi. Alors là, c'est ce qui a été dit, c'est que certaines personnes souhaitent télétravailler, d'autres, au contraire, ne le souhaitent pas. Je crois que ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui veulent être dans le remote, c'est-à-dire parcourir le monde tout en travaillant, sans jamais aller dans une entreprise. Ou bien il y a maintenant des espaces de travail aussi dans les cafés qui sont organisés. Seulement, il y a des risques, bon, ils ont été signalés tout à l'heure par Marie-Agnès, la solitude, la sédentarité, l'absence de vie sociale, ou par Fanny Lederlin, mais c'est vrai que je trouve qu'elle était un peu idéologique, on va dire, qui a des faibles implications aussi dans l'entreprise. La motivation peut se réduire. Et puis, c'est vrai qu'en étant isolé, on peut être dans des situations de précarisation. Ensuite, il s'agit de diminuer la contrainte hiérarchique. Alors donc, là aussi, une demande, c'est l'autonomie. Alors, justement, le télétravail permet en partie l'autonomie, mais il y en a qui vont plus loin au niveau de leur statut. Ils veulent avoir un statut d'indépendant, de freelance, et de travailler donc pour leur compte en offrant leurs services à des entreprises. Et bien entendu, là, c'est le frein que l'on rencontre souvent, c'est que les managers ne font pas toujours confiance dans les salariés. Il faut donc que des salariés 2.0 comme comme Web 2.0 apparaissent, c'est-à-dire des salariés qui soient le centre et pas l'entreprise. Diminuer aussi la contrainte de la tâche. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle le slashing, du terme du slash, le fameux symbole qu'on a sur nos claviers, ou multi-emploi. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui souhaitent remplir plusieurs rôles, avoir plusieurs métiers et exercer en parallèle. Donc, ça m'a fait penser à Charles Fourier, qui, dans ses phalanstères, parlait de la papillonne, c'est-à-dire que plutôt que de faire à longueur de temps toujours la même tâche, eh bien, on peut passer d'une tâche à une autre, ce qui donne plus de sens à la vie. Après, il y a diminuer la contrainte de la matière. Alors bon, ça, c'est pas toujours possible. Il faut dématérialiser. Donc là, c'est la technologie qui le permet, les robots et puis l'intelligence artificielle dont on a parlé dans une autre conférence. Diminuer la contrainte d'appartenance à une entreprise. Donc là aussi, il y a des gens qui refusent d'être inféodés à leur entreprise. Ils veulent pouvoir bénéficier d'une mobilité professionnelle. Aller dans plusieurs entreprises, ça permet d'accroître ses compétences, ses expériences. Et on parle aussi maintenant d'emploi boomerang, parce qu'il y a des gens qui quittent une entreprise pour y revenir plus tard avec cet enrichissement entre-temps. Diminuer la contrainte de la routine, Cédric en a parlé. Cédric en a parlé. Le mode projet. Maintenant, les gens souhaitent qu'on leur confie une tâche et ils sont après maîtres de leur organisation pour la remplir. Ça rejoint aussi l'autonomie. Et puis, les managers, comme ça, voient si le projet est accompli ou pas. Il peut y avoir des éléments. Bien, alors si on fait un petit point sur tout ce qu'on vient de dire, bien on voit que l'évolution des formes de travail
c'est lié aussi à l'évolution des modes d'organisation. Alors, c'est vrai que là, tout le monde n'est pas d'accord avec toutes les évolutions de ces formes de travail, hein, et pour qu'une société se réorganise, ça prend du temps. Donc, je cite Frédéric Laloux qui a fait une enquête auprès de multiples entreprises un peu modernes. Il a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organizations et qui montre le changement de paradigme. Alors, il distingue, vous allez le voir, j'ai fait un petit schéma après, le rouge, l'ambre, l'orange, le vert, et maintenant, c'est l'opale, hein, qui est l'autogouvernance. Alors, ce modèle opale correspond à tout ce qu'on vient de voir, à toutes ces recherches de réduire les contraintes dont on a parlé. C'est pour ça qu'on parle d'autogouvernance. Alors voilà l'évolution, vous voyez que tout est emboîté, hein, c'est des poupées russes. Hein. On passe du stade impulsif. Alors sur la diapo suivante, là j'ai indiqué un petit peu de quoi il s'agissait. À l'ambre, à l'orange, au vert, pour arriver donc à la forme moderne, on va dire, des organisations qui devraient être opales. Mais encore une fois, toutes les entreprises n'en sont pas là, tous les managers n'en sont pas là. Hein. Donc le stade impulsif rouge, c'est la division des tâches, le pouvoir absolu des chefs autocratiques et brutaux qui règnent par la peur. Le stade traditionnel ambre, ça instaure des processus reproductifs et des organigrammes stables dominés par des chefs disposant d'une autorité formelle qui sont soutenus par des règles tout aussi formelles. On retrouve les modes hiérarchiques. Ensuite, il y a le stade compétitif orange qui stimule l'innovation et la responsabilité individuelle. Mais bon, il y a la méritocratie qui est le stade pluraliste vert promeut l'autonomisation, la culture des valeurs et le respect des parties prenantes, mais qui peine parfois à prendre efficacement des décisions collectives. Et donc le stade évolutif voit le monde comme le lieu d'un déploiement individuel et collectif. C'est opale. Donc le modèle opale est basé sur la confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne fait pas confiance dans les salariés, il n'y a aucune chance que ça puisse marcher. L'auto-organisation, c'est-à-dire que l'autorité est distribuée et on parle même d'intelligence collective. Hein. Alors, c'est pour ça que les relations informelles dont vous avez parlé, hein, qui sont très caractéristiques justement de la Silicon Valley, hein. Pourquoi la Silicon Valley est devenue Silicon Valley? C'est parce qu'il y a eu des relations informelles au restaurant, par exemple, entre d'une part des chercheurs, d'autre part des entreprises industrielles, d'autre part des financiers, etc. C'est la rencontre de tous ces gens-là en un même lieu qui a permis cela. Alors, il semblerait aussi que dans les modes actuels, hein, une autorité, enfin une intelligence collective puisse naître éventuellement des réseaux sociaux. Bon, ça, on peut en discuter parce que ce n'est pas toujours vrai, hein, mais ça peut se produire. Ensuite, le holisme, deuxième trait caractéristique de ce modèle opale, c'est-à-dire qu'on prend l'individu dans son intégrité et la totalité de sa personne. On prend les personnes comme un tout et ce n'est pas uniquement un travailleur qui oublie sa famille, qui oublie ses hobbies rentrant dans l'usine ou l'entreprise. Hein. Il faut le considérer comme une personne dans toute sa richesse. Et ensuite, troisième trait caractéristique, c'est la raison d'être évolutionnaire, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de la situation et de l'avenir. Autrement dit, on n'essaie pas de maîtriser le futur, hein, on écoute où on en est et on essaie de s'adapter en permanence. Hein, et je l'ai expliqué que s'adapter, c'était déjà du travail. Donc on voit que les formes de travail évoluent. Et cette évolution, bon, comme elle l'a très bien constaté, Fanny Lederling, hein, va dans le sens d'une désocialisation au profit d'une individualisation, mais cette individualisation, elle est née au XVIIIe siècle avec l'invention de la chemise de nuit, hein, c'est-à-dire la privatisation de son corps. Hein. On devient un individu quand son corps appartient. Alors pourquoi on va vers une individualisation? Alors bon, encore une fois, il y a des gens qui résistent, bien sûr. On comprend que les syndicats ne sont pas pour la désocialisation.
et tout dépend du mode, la représentation du monde que l'on a, disons. Eh bien, ça, c'est lié au fait que la complexification exige une adaptation de plus en plus fine. C'est pour ça que je prends mon exemple favori, c'est-à-dire si vous prenez un bocal circulaire, si vous mettez dedans des sucres en morceaux, ils ne vont pas épouser parfaitement le contour. Si vous mettez du sucre en poudre, dans ces cas-là, bien sûr, ce sera déjà mieux, mais il y aura des points de la paroi qui ne seront pas en contact. Alors que si vous prenez du sirop, du sucre en liquide, eh bien, à ce moment-là, vous vous adaptez parfaitement au bocal. Donc, on comprend que notre système devient de plus en plus complexe et que cette complexité exige de nous des capacités d'adaptation de plus en plus fines. D'où l'évolution des formes d'organisation et les formes de travail, et donc de l'individualisation. Donc, conclusion, d'un travail synonyme de torture, eh bien, on aspire à un travail qui apporte du bon temps. Et donc, dans des entreprises aux États-Unis, on essaye de faire en sorte que les gens puissent jouer au baby-foot sur le lieu de travail, avoir des massages ou autre. Ça fait partie du travail. Et donc, ça, bien sûr, c'est rendu possible par la dématérialisation du travail, parce que le travail à distance ou le télétravail, ce n'est pas possible pour tous, bien sûr. On ne peut pas monter un mur à distance, ou comme le dessin du chien qui surveillait le troupeau à distance. Et donc, on comprend pourquoi il y a un certain engouement pour les services et une certaine désaffection de l'industrie. Voilà. Tout a été réalisé très douloureusement en télétravail. Merci.